Ça se passe chez vous. Une présentation de la MRC de Charlevoix. Bonjour, ici Lydia Duchesne et bienvenue à Ça se passe chez vous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Élisabeth Caron qui vient nous parler des ateliers sur la communication non violente offerts par le Centre Femmes. Ensuite, Jean-Michel Castonguay de l'Observatoire de l'astroblème de Charlevoix nous parle du projet de Géoparc. Et finalement, le docteur Jean-Claude Dupuis vient nous parler de l'édition 2021 de la Virée nordique. Bonne émission! Bienvenue à tous. Alors, on commence cette émission avec Élisabeth Caron du Centre des femmes. Bonjour, Élisabeth. Bonjour. Alors, on va commencer en rappelant que le Centre des femmes n'est pas fermé. Vous êtes un service essentiel. Tout à fait. Le centre est resté ouvert malgré le reconfinement. Donc, on est toujours ouvert à accueillir les femmes et les familles de Charlevoix. Donc, si vous avez besoin du soutien, n'hésitez pas à nous contacter. Bien, là, aujourd'hui, je suis présentement en télétravail. Donc, comme chacune de mes collègues, on fait également du télétravail. Mais on assure aussi une présence au Centre Femmes. Donc, sur rendez-vous, Il y a une rotation là, des intervenantes, c'est ça? Tout à fait. Oui, oui, oui. OK. Et là, aujourd'hui, tu viens nous parler plus précisément des ateliers qui reprennent et, entre autres, bien, de l'atelier sur... c'est la communication consciente ou non violente? Oui. Il y a les deux termes, je crois. Oui, 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 les deux, c'est bien. Donc, oui. Donc, au lieu de faire nos ateliers en présentiel, on a basculé là, depuis l'automne en virtuel. Donc, c'est dans le cadre du service Femmes en emploi. OK. Donc, c'est un service qui existe là, grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Donc, on offre des ateliers virtuels sur la communication consciente. Donc, c'est quoi la communication consciente? Donc, comme tu le disais, en fait, la communication consciente s'inspire de l'approche communication non violente. Donc, bon, ça va ensemble. Donc, en fait, pour commencer, toi, si je te dis le mot chien, qu'est-ce que ça fait résonner en toi? Bien, ça va me faire penser à mon chien. Donc, il y a de l'amour, mais il y a un peu de frustration en même temps aussi. Donc, si je posais la question à une autre personne, peut-être que ça serait totalement autre chose. Ce serait peut-être peur, danger. Oui, ça pourrait créer de l'anxiété instantanément, là. Oui, donc, ou au contraire. En fait, si je te dis le mot famille. Famille. Ben, ça me fait penser à plaisir et responsabilité. C'est ça. Donc, pour certaines personnes, ça peut représenter l'enfer. Pour d'autres, ça peut être je m'ennuie de ma famille. Donc, en fait, ce que je veux amener à travers ça, c'est que chaque personne a son histoire, a ses expériences, ses croyances, ses valeurs, ses préjugés, a ses sentiments, ses besoins. Donc, en fait, au niveau de la communication, il faut tenir compte de tout ce bagage-là que chaque personne a dans sa vie. Fait qu'imaginez toutes les difficultés qu'on peut vivre au travail, hein, parce qu'on travaille avec des personnes qui ne sont pas notre famille ou qui ne sont pas nos amis. Donc, dont on ne connaît pas tout le background non plus, là. Tout à fait. Puis ça peut amener beaucoup de malentendus, hein, puis aussi peut-être de difficultés à comprendre l'autre et de petits conflits. Hein? Donc, oui, mais là, dit comme ça, là, moi, là, ça pourrait donner l'impression que ça demande une grande étude de cas là, avant de commencer à dialoguer avec quelqu'un. On ne se lance pas dans la psychanalyse de l'autre. Alors, comment on fait pour atteindre c'est comme un certain niveau d'empathie, hein, si on veut, pour oui, communiquer bien, tout à comme fait. il faut? L'empathie, ça fait partie des principes de la communication consciente. Donc, à travers les ateliers, donc c'est une série de 3 ateliers virtuels de groupe. Donc, des cours de 1 heure et demie, là, c'est pas très long. C'est vraiment de l'initiation à la communication consciente pour essayer de se libérer un peu plus soi-même de ce qu'on a appris. Hein. Des fois, on a appris des façons de communiquer dans notre famille, puis des fois, ça nous ressemble pas. On aimerait communiquer autrement.
Puis d'être un peu plus consciente de c'est quoi, moi, mes croyances, c'est quoi, moi, mes expériences, c'est quoi mes valeurs, mes sentiments, mes besoins, pour nous aider à être un peu plus bienveillantes, hein, dans la communication qu'on a avec les autres. Fait que Oui. ça peut vraiment nous simplifier beaucoup la vie euh, pour être plus aussi à l'écoute de soi, de ses sentiments, de ses besoins. Parce que des fois, on est tout à l'envers, surtout dans des périodes comme actuellement. Oui. Hein, ça brasse beaucoup d'émotions, puis au travail, ça peut être difficile. Donc, ça peut être intéressant d'en parler avec d'autres personnes, puis de voir, d'expérimenter des trucs pour améliorer notre communication. Alors, j'imagine que dans ces ateliers-là, on doit également non seulement travailler sur notre façon d'approcher les gens, mais aussi sur notre façon à nous d'exprimer comment on se sent, comment on est, ce que ça nous fait. Tout à fait, parce qu'en fait, on ne peut pas changer les autres, hein, malheureusement. Non. On aimerait bien ça, des fois, avoir un pouvoir sur l'autre, mais le seul pouvoir qu'on a, c'est sur nous-mêmes. Hein, c'est sur notre façon de nous observer nous-mêmes, notre façon de réagir. Hein, quand les gens nous déclenchent, au lieu d'exploser, au lieu d'être envahis par tous les sentiments qui peuvent remonter, ben, c'est de voir comment nous, on peut apprendre à être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous et d'avoir une réaction qui est peut-être un peu plus appropriée ou d'apprendre à ne pas réagir. Oui, c'est difficile, ça. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est ça, les ateliers, les objectifs, là, c'est vraiment d'améliorer la qualité de la communication qu'on peut avoir au niveau professionnel, mais aussi de s'initier à tous les principes de base, là, au niveau de la communication non violente. Parce que Et là c'est orienté beaucoup vers le contexte professionnel, le travail, mais ça a des répercussions ailleurs après aussi. Là, ça va tout à pouvoir se fait, répercuter tout dans à notre vie fait. personnelle. Oui, vu qu'on offre ces ateliers-là dans le cadre du service Femmes en emploi, on a travaillé sur le contenu pour qu'il soit plus orienté avec des exemples du travail. Oui. Donc, les femmes qui se sont inscrites et qui vont se rajouter au groupe vont amener des exemples qu'elles peuvent avoir vécu au travail. Puis c'est sûr que ça peut être intimidant d'amener des exemples que tu as vécus au travail. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'apporte aussi des exemples fictifs, mais qui ressemblent à ce que tout le monde peut vivre au travail. OK. Donc, on travaille sur des mises en situation. C'est très intéressant. Puis là, ça se passe sous forme de conversation, tout ça? Oui, c'est une animation, comme si on était en classe, en fait. Donc, moi, je suis l'animatrice. Il y a aussi ma collègue Flore Bruno qui anime aussi des ateliers de communication. Et les femmes qui participent, moi, je prépare une animation avec un déroulement, avec du contenu, comme si on était en salle de formation. Et il y a aussi des documents qui sont remis aux participantes OK. en avance pour qu'elles puissent se préparer. Et à chaque atelier, bien, on ajuste en fonction des intérêts, des problématiques qui peuvent être vécues par les femmes et aussi, c'est ça, de ce qui ressort aussi. Là. Moi, je m'adapte beaucoup à ce qui ressort pendant l'atelier. Donc là, Donc, c'est c'est ça, comme si on était en vrai. OK. Puis là, les ateliers, quand on s'inscrit, en fait, on s'inscrit à une série Oui, de 3 ateliers? tout à fait. C'est une série de 3 ateliers. Donc, on va commencer par 3 ateliers de 1 heure et demie. OK. Et ensuite, on verra hein, si on en rajoute, dépendamment des intérêts des femmes. Peut-être qu'on en rajoutera par la suite parce que c'est très court. Hein. On parle vraiment d'initiation. Mais les femmes peuvent se réinscrire plus tard. Donc, pour OK. cette fois-ci, les ateliers vont commencer. Moi, je vais offrir des ateliers de soir, donc de 18h30 à 20h pour les femmes qui travaillent pendant la journée. Oui. Et ça commence le 27 janvier, donc OK. 3 mercredis soirs. Et ma collègue, Flore, va offrir la version, mais de jour, donc le mardi après-midi. Donc là, il y a 2 cohortes là, qui vont se créer. Tout à fait. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez nous appeler au Centre Femmes pour vous inscrire. Et peut-être que si ce n'est pas possible pour vous maintenant, on va repartir des groupes plus tard, là, au courant de l'hiver ou du printemps, là, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de demandes par rapport à travailler la communication. Là. Ça peut apporter beaucoup de satisfaction au travail, d'être capable de bien communiquer avec ses collègues et son patron ou sa patronne. Oui, ça peut éviter beaucoup de conflits, j'imagine. Oui, oui, tout à fait. Puis
d'être aussi plus libre, en fait, quand tu sors du travail, tu repars pas chez vous avec plein de soucis parce que tu as eu des tensions avec tes collègues. Donc, d'être Mhm. capable de se libérer un peu de tout ça, là. Oui, donc ça s'adresse aux femmes uniquement, Tout à fait. Oui, qu'elles soient présentement à l'emploi ou non. Ça, on pourrait... exactement. Donc, ça peut... donc, vous pouvez être en emploi, vous pouvez être au chômage, vous pouvez être sans revenu, l'aide sociale. Donc, toutes les femmes, en fait, peu importe votre situation. Mhm. Donc, il y en a qui préfèrent de jour, de soir. C'est comme vous voulez. OK. Et puis là, de ce que j'ai compris, il pourrait y avoir finalement une suite. Là, c'est une introduction, mais on pourrait éventuellement, selon la réponse, là, Oui. avoir une suite niveau intermédiaire avancé. Oui, 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 c'est infini. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Puis, on peut aussi décliner, dépendamment des thèmes, on peut donner des ateliers qui sont principalement sur le thème de l'empathie Mhm. ou l'affirmation de soi. Donc, c'est tous des principes de communication, là. OK. Et est-ce qu'il y a d'autres ateliers qui s'en viennent aussi de la part du Centre des femmes, peu importe le sujet, là? Oui, 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 on travaille vraiment fort actuellement pour offrir là, des ateliers en mode virtuel. Donc, il faut surveiller notre page Facebook. Donc, toutes les nouveautés qui Mhm. arrivent passent par la page Facebook. On va avoir des ateliers qui s'appellent Muscler vos méninges. OK. Donc, ça, c'est pour travailler la mémoire. Wow. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. C'est plus sous forme ludique, sous forme Oui. de jeu. Donc, ça peut être intéressant pour les femmes qui sont à la maison puis qui ont envie de se divertir un peu. On va avoir des ateliers sur la confiance en soi. Bientôt, à la fin du mois, on a un bingo aussi. Oui. Donc, J'en ai entendu parler. ah oui. Avec Donc, Isabelle, c'est ça? oui, Oui. avec Isabelle Simard, ma collègue. Donc, ce bingo-là est assez populaire là, chez les femmes. Donc, c'est gratuit. C'est juste pour s'amuser, là. Changer d'idée. Ben oui. Puis d'ailleurs, justement, l'atelier dont on parlait aujourd'hui, il est gratuit aussi. C'est important Oui, de le dire. oui, oui. Tous nos ateliers actuellement, c'est gratuit. Donc, profitez-en. Et C'est puis, vraiment un bon. c'est une petite quantité de personnes. Il ne faut pas s'attendre à participer à un Zoom avec 45 personnes. Là. Non, on est 5, 6 femmes. Donc, c'est très intime. Puis, c'est important que les femmes savent que si vous voulez parler, vous pouvez pas parler, mais si vous n'êtes pas à l'aise pour partager des choses par rapport à votre vie personnelle, vous pouvez être juste là en mode écoute. Mhm. Donc, c'est vraiment ouvert, puis c'est vraiment relax, là. OK. Ben, merci beaucoup, Elisabeth. Ça On fait va... plaisir. Merci à vous de m'avoir reçu. Mais ça fait plaisir. Puis, on va vous recevoir sans doute pour d'autres bonnes nouvelles comme celle-là. On va Oui, vous souhaiter une bonne année à toute l'équipe aussi du Centre des femmes. oui. Parfait. Merci, bonjour. Merci. Alors, on va à la pause. On revient après avec Jean-Michel Castonguay qui nous parle du projet de Géoparc. Bon retour parmi nous. Nous sommes maintenant avec Jean-Michel Castonguay. Jean-Michel, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, et toi-même? Oui, ça va très bien. Comment te présenter? Tu fais beaucoup de choses à la fois. Donc, commençons par dire que tu es un professeur en astronomie. Oui, c'est ça. J'enseigne la physique et l'astronomie au Centre d'études collégiales en Charlevoix depuis l'automne 99 maintenant. Donc, ça fait 21 ans à peu près, oui. Wow, bravo! Bravo pour ta fidélité. Merci. Donc, par ce travail-là, tu es amené à travailler aussi sur l'Observatoire de l'astroblème de Charlevoix. Oui, Et là, vous avez un projet chouchou en particulier dont tu viens nous parler aujourd'hui, qui est le Géoparc. oui. En fait, en 2009, on a décidé de créer un organisme à but non lucratif qui s'appelle Sciences à CECC pour le département de sciences le département de sciences de nature du Centre d'études collégiales en Charlevoix. Donc, c'est un organisme avec un prof de chimie, une professeure de biologie, prof de maths, le gratin des sciences du CECC. Puis aussi, on a un membre de la direction, mais on a aussi des gens de l'externe, professeurs de sciences au secondaire, pharmaciens, ingénieurs et aussi géologues. Donc, tout ça pour dire que en 2009, quand on a commencé nos projets, c'était vraiment plus lié à l'astronomie en tant que telle. Il y en a probablement parmi vos auditeurs qui ont déjà
fait la marche les gens l'appellent le Sentier des planètes au Fairmont, le manoir Richelieu. Donc, Oui. c'est ce qu'on a mis en place au début de notre mandat, si on veut, en 2009. Mais avec les années, on a grandi. En fait, je vais te partager mon écran, Lydia, pour que tu Oui. puisses voir un petit peu. On est installé depuis 2010 dans l'ancien clubhouse du Fairmont, le manoir Richelieu. Donc, ce n'est pas tellement loin du cégep. Et c'est un bâtiment qui est super bien situé pour faire de l'astronomie. Qu'est-ce Donc, qui fait on qu'il est a bien situé pour faire de l'astronomie? ben, en fait, c'est que on n'est pas en ville à la Malbaie et on est quand même assez en hauteur. Mhm. Et ben, c'est clair qu'on pourrait avoir un ciel encore bien meilleur si on s'en allait, admettons, au sommet du Mont des Éboulements ou dans le Mhm. Parc national des Grands Jardins. L'avantage d'être là-bas, c'est qu'on peut faire de l'astronomie tout en étant pas trop loin des centres urbains où est-ce que les gens peuvent justement venir nous visiter. Donc, D'accord. on a commencé par faire des activités d'astronomie en 2010 et on reçoit des groupes scolaires pour faire de l'astronomie. Là, on voit des jeunes qui sont en train d'observer le Soleil. Mhm. Et en 2014, puis je vais vraiment venir à mon point avec ça, on a créé l'Observatoire de l'astroblème de Charlevoix. Donc, le but, c'était vraiment de créer un centre d'interprétation qui allait porter sur l'origine météoritique de la région de Charlevoix. Donc, les gens le savent en gros, oui, Charlevoix, c'est un cratère, tout ça, mais au moment où nous l'avons créé, il n'y avait plus de centre d'interprétation qui portait sur l'astroblème de Charlevoix. Donc, nous avons décidé de faire une demande de subvention à l'entente de partenariat régional en tourisme et nous avons pu créer donc un petit centre de découverte sur l'astroblème de Charlevoix avec une expo de pierre qui porte les traces de l'impact de la météorite. OK. On a une maquette tridimensionnelle qui nous permet de bien voir l'ensemble du relief de la région de Charlevoix. On voit même ici David Saint-Jacques qui Ben était oui, venu se c'est ça que faire j'allais former. dire. Oui, il est venu se faire former à l'Observatoire de l'astroblème, entre autres. On Rien de s'entend moins. qu'être astronaute, c'est une formation extrêmement longue, mais il est venu en apprendre plus sur les impacts météoritiques chez nous. D'accord. Puis, ben, c'est clair que pour nous, le passé de la région de Charlevoix est super intéressant. Puis, veut pas, le lien entre l'astronomie, sujet par lequel on a commencé au départ, et le fait qu'il y ait une météorite qui soit tombée et qui ait créé, si on veut, le relief de la région de Charlevoix, ben, on trouve ça super intéressant à démocratiser. On veut que le grand public, les groupes scolaires en apprennent plus justement sur qu'est-ce qu'il y a de merveilleux à propos de la région de Charlevoix. Puis justement, David Saint-Jacques nous disait, il faut faire quelque chose avec ça. Vous vivez dans un ancien cratère d'impact météoritique, c'est super accessible, il y a des routes partout et vous avez vraiment un beau potentiel de développement. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de vouloir passer, j'ai envie de dire, au niveau supérieur. Donc, pas faire seulement des activités dans notre centre en tant que tel, mais essayer de réunir l'ensemble des acteurs récréo-touristiques de la région pour pouvoir se doter de ce qu'on appelle un géoparc, donc le géoparc de Charlevoix. Donc, c'est un peu la suite logique de nos activités qu'on fait depuis plusieurs années, justement. Et puis là, c'est pas juste un géoparc. Là, on voit sur ta présentation, on parle d'un géoparc mondial UNESCO. Qu'est-ce que ça a de particulier que ce soit, si on veut, nommé par l'UNESCO? Oui. Les géoparcs, c'est un concept qui est reconnu à la grandeur de la planète. Ça a été instigé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Donc, c'est ça que ça veut dire UNESCO. Et en ce moment, il y en a 161 des géoparcs UNESCO dans le monde, dont 5 qui sont au Canada. Okay. Donc, pour l'UNESCO, leur définition, c'est des espaces géographiques qui sont unifiés, où on a des paysages qui sont de portée géologique internationale et qui sont gérés selon un concept global de protection, d'éducation et de développement durable. Donc, les géoparcs peuvent être à plusieurs types d'endroits dans le monde, je vais y venir, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça vient de la région. Donc, ce n'est pas le gouvernement qui fait une commande, OK, on veut que la région, admettons, de Charlevoix devienne un géoparc, arrangez-vous. C'est vraiment plutôt l'inverse. On part de la base. Là, dans ce cas-là, c'est une initiative du Centre d'études collégiales en Charlevoix, qui est la plus haute institution d'enseignement de la région. Et nous croyons que
le passé géologique de la région de Charlevoix mérite qu'on le montre à l'ensemble de la planète. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, justement, on est en train de mobiliser la communauté de l'ensemble de Charlevoix pour créer notre géoparc qui serait dans un ancien cratère d'impact météoritique. Et pour le moment, parmi les 161 géoparcs qu'il y a dans le monde, il n'y en a aucun qui est dans un ancien cratère d'impact météoritique. Ah oui, c'est étonnant quand même, non? Oui, c'est étonnant. Bien, les cratères d'impact météoritique sont rares. OK. Mais ils sont encore plus rares, ceux qui sont habités et facilement accessibles. Alors, il y a des géoparcs dans des endroits dans le monde où il y a des falaises remplies de fossiles, où c'est des canyons, où c'est des grottes. On voit le jeune homme ici en haut à gauche qui a sa main dans une ancienne empreinte de dinosaure. Oui. Les gens qui sont ici sont au sommet d'un volcan. Donc, ce sont vraiment des régions qui ont chacune une spécificité au niveau de leur histoire géologique et que la communauté locale de ces endroits-là a voulu mettre en valeur. Donc, le potentiel de Charlevoix est vraiment dû au fait que c'est un ancien cratère d'impact météoritique et c'est vraiment ça que nous, de notre côté, on aimerait mettre en valeur. En ce moment, des géoparcs, il y en a 5 au Canada. Oui. Il y en a un à Percé. On en a vu une image tout à l'heure. Oui. Percé, c'est le seul qui est au Québec. Le premier des géoparcs, il est à Saint-John, au Nouveau-Brunswick. Il y en a un en Colombie-Britannique, il y en a un en Nouvelle-Écosse, puis un autre à Terre-Neuve. Ces 2 géoparcs-là ont été reconnus par l'UNESCO dans la dernière année. Donc, c'est vraiment un concept qui est en train de prendre de l'ampleur comme ça un peu partout dans le monde. Et là, pour le moment, on en a 5 au Canada. Nous, Charlevoix, on a déjà signifié à la Commission canadienne pour les géoparcs qu'on est en ce moment en train de faire une démarche pour ultimement être reconnu par l'UNESCO. Puis là, vous en êtes où dans cette démarche-là? Qu'est-ce qu'il y a d'accompli? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Parce que là, tu nous parles d'une mobilisation citoyenne, donc j'imagine que chacun a une petite part à faire là-dedans ou on peut venir aider? En fait, ce qu'on va faire, la première chose qu'on a déjà fait, c'est qu'on a fait une étude de faisabilité qui a été financée par l'entente de partenariat régional en tourisme. On a fait ça l'an dernier pour vraiment aller tâter le pouls des organisations récréo-touristiques de la région de Charlevoix, les grands acteurs touristiques du coin, aussi parcs nationaux et aussi les Premières Nations qui ont déjà eu des sites ici dans la région. Même s'ils ne sont pas ici de manière permanente, ils ont vraiment une histoire. Et pour l'UNESCO, c'est très important qu'on souligne aussi l'ensemble de l'histoire de l'occupation humaine sur un territoire. Nous, on veut vraiment mettre ça aussi en valeur. Donc, durant notre étude de faisabilité, on a vraiment vérifié que la région trouvait que c'était un projet qui était intéressant. Et là, on est vraiment à la prochaine phase, c'est-à-dire qu'on veut commencer à opérer en tant que géoparc à partir de l'été prochain. Il faut comprendre qu'on a le droit de s'appeler Géoparc de Charlevoix et de commencer à faire des activités comme un géoparc, même si on n'est pas encore accrédité UNESCO. Donc, on n'a juste pas le droit de s'appeler Géoparc mondial UNESCO de Charlevoix tant qu'on n'a pas leur OK. Mais à partir de l'été prochain, nous, là, durant cet hiver, ce printemps, on va retourner voir les différents acteurs récréo-touristiques qu'on est allé voir durant l'étude de faisabilité, justement pour ajouter toutes sortes de beaux volets éducatifs aux activités qui se font déjà sur le terrain. Jean-Michel, peux-tu me dire qu'est-ce que ça donnerait à la région de Charlevoix d'être nommé là, Géoparc UNESCO? Oui. En fait, ce que ça va donner, c'est vraiment une reconnaissance au niveau mondial de l'importance du patrimoine géologique de la région et de quelle manière ça va se refléter sur le terrain. Je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est que quand les gens vont venir visiter la région, à chaque endroit où ils vont pouvoir aller, ils vont pouvoir en apprendre un peu plus sur le passé géologique de la région. Je vais te donner des exemples concrets. Admettons, tu irais faire la randonnée classique du mont du lac des Cygnes dans le Parc national des Grands Jardins. Tu arriveras au sommet. Le garde-parc naturaliste au sommet pourrait t'expliquer un peu l'histoire de la météorite qui est venue frapper sur la région, tout ça, et pourrait aussi te suggérer d'aller participer à d'autres activités dans la région qui vont être complémentaires avec celle-là. Donc, ça pourrait devenir une espèce de réseau d'activités qui ont un lien avec ça. C'est exactement ça. Là, tu pourrais apprendre, admettons que, ah oui, OK, avec le train de Charlevoix, bien, il va y avoir encore un guide
sur le train qui va être capable de me parler de l'histoire géologique du secteur sur lequel on se déplace lorsqu'on est en train, parce que dans ce coin-là, il y a des cônes de percussion qui sont dus à l'impact météoritique de Charlevoix. Tu pourrais, après ça, aller, admettons, aux Palissades, plus dans le secteur de Saint-Siméon, faire la Via Ferrata, mais là, le guide pourrait te dire, ça ici, là, c'est un gneiss à environ 1,2 milliard d'années, puis ça, c'est une roche métamorphique qui est due à tel phénomène. Puis ensuite, ben, tu pourrais t'en aller souper dans un restaurant, puis il y aura un dessert spécial qui serait, je ne sais pas moi, la météorite. La météorite. Une espèce de boule bizarre dans ton assiette avec du fromage, tout ça. Puis ensuite, tu pourrais aller, je ne sais pas moi, dormir dans un hôtel, une auberge, puis là, ben, il y aura un petit cahier spécial qui porterait sur l'histoire de la région. Donc, l'idée, c'est vraiment de fédérer tout ce qui se fait de super bien dans la région, mais d'ajouter des volets éducatifs. Puis que les gens s'en servent. Après ça fasse un tout. Ouais, on veut que le monde s'en serve, ça devienne une fierté, une identité régionale. Là. Et nous, en tant qu'organisme qui a vraiment pour but l'éducation, on se doit aussi que les gens de Charlevoix connaissent mieux cette fameuse origine-là de la région et qu'ils en deviennent fiers. Parce qu'il faut comprendre qu'au niveau mondial, c'est quelque chose d'unique, mais les gens le prennent peut-être un peu trop pour acquis et bon, c'est tout. Mais en fait, on a à être fiers de ça, puis je pense vraiment que ça va attirer l'attention d'un paquet de gens dans le monde qui vont se dire « Ah, ouais, la région de Charlevoix, c'est pas juste beau, c'est un ancien cratère d'impact météoritique. Oui. On s'en va là-bas. » Tu sais, c'est aussi ça. Il y a des gens vraiment que ça intéresse, ce genre de sujet-là. Bien, on arrive déjà à la fin de notre rencontre, Jean-Michel, mais il y a tellement de choses à dire, c'est super intéressant. Puis, je pense que si les gens veulent en savoir plus, on peut les inviter à aller voir votre site Internet. Oui. Donc, il y a un site... www.astroblemecharlevoix.org. Pour le moment, on a une page qui porte sur notre projet de géoparc, mais on comprend qu'il n'y a rien encore qui est en place. On est vraiment dans le processus de développement en ce moment. Oui, puis on peut y voir aussi tous les partenaires là, qui sont importants aussi là-dedans, le partenaire financier pour ce projet-là. Et aussi bien, le site de l'UNESCO qu'on peut aller visiter, où il y a vraiment des belles galeries photos de différents géoparcs là, sur la planète. Oui, absolument. Il y a des géoparcs qui sont vraiment super spectaculaires partout dans le monde. Bien, merci beaucoup, Jean-Michel. On se quitte peut-être en mentionnant un petit point important. C'est pour toute la région de Charlevoix. Hein? On ne parle pas juste là, de Baie-Saint-Paul-Malbaie. Le territoire qui est visé, c'est vraiment l'ensemble du contour des deux MRC réunis ensemble. Oui. Donc, on s'en va jusqu'à Baie-Sainte-Catherine et on part finalement des hauteurs de Saint-Tite-des-Caps. Merci beaucoup, Jean-Michel. Puis on se reprendra merci beaucoup de m'avoir invité. On te recevra quand ce sera nommé officiellement. Ça va vraiment me faire plaisir d'être là. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye-bye. On s'en va à la pause. On termine cette émission avec le docteur Jean-Luc Dupuis qui nous parle de l'édition de cette année de la virée nordique. On poursuit cette série d'entrevues aujourd'hui avec le docteur Jean-Claude Dupuis qui vient nous parler de l'édition 2021 de la virée nordique. Bonjour, docteur Dupuis. Oui, bonjour, tu m'as débaptisé, c'est Jean-Luc Dupuis. Ah, excusez-moi, Jean-Luc Dupuis. Bon, Jean-Luc Dupuis. Ça va bien, M. Dupuis? Ça va bien à date. Oui, donc là, vous travaillez fort sur cette édition spéciale, hein, un peu différente de la virée nordique. Commençons par faire un petit retour peut-être sur l'édition de l'année passée. Bon, l'émission de l'année passée, c'était une émission qu'on peut appeler Drive. L'édition s'est passée avec une température exceptionnelle. C'était notre 7e édition et toutes nos activités ont fonctionné très, très bien. On a eu 1400 participants à la virée nordique l'année dernière. On a gagné le prix du plus gros triathlon des jeunes au Québec. Wow! Ça a placé la virée nordique comme le plus gros événement sportif organisationnel d'hiver dans Charlevoix. Félicitations! C'est quoi, quel est votre objectif avec la virée nordique? Eh bien, lorsqu'on a pensé à faire la virée nordique, Daniel Ouellette et moi, notre objectif, c'était de faire bouger des gens de Charlevoix l'hiver. Et c'était un objectif qui était un peu louable, surtout qu'elle arrivait d'une expédition des Laurentides où il n'y avait pas beaucoup de neige.
Et nous, on s'était dit, bien, dans Charlevoix, on va en avoir toujours la neige. Alors, on a commencé petit, puis on était rapidement soutenus par nos commanditaires. On a formé une équipe exceptionnelle au conseil d'administration, puis une équipe de bénévoles. On est allé presque à 120 bénévoles à un moment donné dans nos activités. Presque 400 personnes ont fait le marathon sur le bord du fleuve. Et finalement, on s'est aperçu qu'on avait une grosse clientèle de l'extérieur et qu'on rayonnait beaucoup sur l'extérieur. Partout au Québec, même des gens de France étaient avec nous. Alors, on est en train de se positionner actuellement pour grossir quand la pandémie est arrivée. Oui, et puis bon, là, vous l'avez dit, les gens de l'extérieur de Charlevoix participaient à la virée. Donc là, pour cette année, il faut s'adapter par rapport à ça. C'est quoi les changements que vous avez dû apporter là, dans l'organisation pour pouvoir avoir une édition? Bien, écoutez, on a réfléchi beaucoup, à faire en sorte que les gens n'oublient pas la virée et n'oublient pas Charlevoix. Mm-hmm. Parce que 80 de nos gens venaient de l'extérieur. Et la formule qu'on a fait après discussion, après consultation avec les gens du défi des 5 sommets, c'était de mettre sur pied un défi virtuel. OK. Alors, c'est nous qui rentrons dans la vie des gens partout. Comme si j'étais à Trois-Rivières et j'avais fait le marathon l'année passée et je m'inscris cette année, tu fais encore partie de la virée nordique. Donc, comme une grosse famille, la virée nordique qui continue, comme dans la vie ordinaire, à se parler, à participer et à participer à des activités, d'où le terme les 5 défis de Charlevoix. Donc là, on va pouvoir participer, peu importe la région d'où on est. Oui, alors effectivement, si on divise ça en la grande famille virtuelle, elle va être partout. On peut avoir des Américains, on peut avoir... Et ils ont à s'inscrire. D'abord, c'est très important de s'inscrire. Le coût cette année, on l'a gardé au minimum. Okay. C'est très important de s'inscrire parce que le système se met tout en branle. Et je demande aux gens surtout de consulter le site Internet de la virée-nordique.com. Oui. Et ça, à ce moment-là, on a inventé le terme des 5 défis. Il y a le défi de la journée de la famille, oui. Parce qu'on a des événements de la famille. Donc là, ça reste encore, l'événement familial. Oui. Mais l'événement familial, vous pouvez le faire à Chicoutimi, vous pouvez le faire à Trois-Rivières, et vous continuez à faire partie. C'est comme si on se transporte sur Facebook. OK. Toute la vie de la virée nordique pour cette année, on verra ce que ça fait l'année prochaine, va se transformer. Donc, on a gardé aussi la catégorie de la course du Yéti des glaces, 10 km. Oui. On a gardé aussi le défi à 15 km, le défi endurance du marathon des neiges à 30 km et le défi d'expert du marathon à 43 km. Wow, OK. Dans le fond, c'est juste des noms pour participer. Parce que le 5, puis le 10, puis le 20, puis ces choses-là, vous pouvez faire ça comme vous voulez. OK. En ski de fond, en raquette. En raquette, en course à pied, en fat bike, à pied. Je donnais même l'exemple que nous avons, on va en parler tantôt pour Charlevoix, on a un 5 et un 10 km dans la vallée des Glaces. Quelqu'un pourrait dire, moi, je participe à la virée cette année, mais je ne cours pas, je ne fais pas de ski de fond, je ne patine pas, je peux-tu participer? La réponse est oui. Vous pouvez faire 5 km n'importe où dans Charlevoix, mais vous pouvez venir le faire à la vallée des Glaces, puis ça compte. OK. Et après ça, une fois que la personne est inscrite, puis elle a choisi ses activités, elle a beaucoup d'avantages. Il y a des cadeaux à gagner là-dessus qui sont très intéressants. Oui. Et ça ouvre la porte aussi à écouter la conférence de notre présidente d'honneur cette année. Oui, donc, on y reviendra un peu tantôt d'ailleurs, votre présidente d'honneur. Oui, alors, donc, on passe dans une année virtuelle, on s'adapte, mais compte tenu de la pandémie, parce que les études, moi je parle comme médecin, les études ont montré que ce qui fait le plus de bien aux gens, c'est de bouger. Là, actuellement, on est en confinement, puis on est en couvre-feu, et je pense qu'on a vu affluer beaucoup de monde dehors par des marches, par le ski de fond, le ski alpin, la raquette, et je pense que la virée nordique est le reflet de la pandémie cette année. Pourquoi c'est le reflet? C'est parce qu'on vous invite à cheminer durant ce confinement-là
ce couvre-feu-là, peut-être, on vous invite à cheminer avec nous. Parce qu'on va être encore là l'année prochaine. On va encore grandir l'année prochaine. Ça fait c'est une période de transition, puis notre équipe va être active, va être moins présente sur le terrain, évidemment, on n'a pas le choix. Oui. Mais en termes d'accompagnement Internet, puis sur la plateforme, et sur le Rooster, puis sur le Facebook de la virée, l'action va se passer là. Les gens vont pouvoir envoyer des photos, des vidéos de ce qu'ils ont fait avec leur famille. Et ça va devenir comme une grande famille de la virée sur lesquelles l'activité va être surtout en ligne. Un grand partage, parce que le but reste d'aller dehors, de sortir, de bouger. On en a besoin, ça fait du bien. Donc, les gens vont pouvoir partager tout ça ensemble. Oui, parce qu'on a toujours essayé de garder le volet compétition au minimum. Tantôt, on va parler des gens de Charlevoix, mais par exemple, quelqu'un qui voudrait faire le 5 ou 10 km à la Vallée des Glaces, par exemple, peut le faire, puis peut envoyer elle peut se chronométrer elle-même, puis envoyer ses chiffres à la virée nordique avec notre site Internet. Fait que j'insiste jamais trop sur l'importance d'aller visiter le site Internet pour apprendre à le connaître. Il est très, très, très bien fait. Oui. On peut même acheter des tucs, la virée nordique, on peut acheter des foulards, la virée nordique, puis on n'oublie pas les jeunes. Hein. Cette année, là, je veux bien dire qu'on n'oublie pas les jeunes, parce qu'on ne pourra pas faire de triathlon dans les mêmes conditions, mais on invite les jeunes dans toutes les écoles primaires et secondaires de Charlevoix à discuter avec leurs enseignants. C'est en train de se faire, ça. Puis il va y avoir des prix pour la meilleure école, la classe la plus motivée. Il faut que les jeunes embarquent dans cette activité-là parce que les jeunes ont besoin de bouger. Mais oui, tout à fait. Et là, on l'a dit tantôt, l'importance de, tout d'abord, s'inscrire, encore une fois, à partir du site Internet. Et puis, après ça, concrètement, là, vous en avez parlé un peu, on va rentrer nous-mêmes les données sur la plateforme web là, pour nos temps d'activité, c'est ça? Je voulais le faire. Je vous rappelle que cette année, au lieu de durer quelques jours, la virée, ça s'étend du 1er février au 8 mars. OK. Donc, les gens peuvent s'inscrire à une activité, à 2 activités, à 3 activités. Par exemple, l'athlète de pointe qui voudrait faire le 10 km, le 15 km, le 30 km, le 43 km, aurait un mois pour pouvoir faire ça de la façon qu'il ou elle veut, c'est-à-dire peut le faire en ski de fond, il peut trouver un endroit en patin pour le faire, il peut faire un 10 km en raquette. C'est de cumuler les kilomètres pour passer par exemple, le défi de la course du Yéti jusqu'au défi expert du marathon, où est-ce qu'il y a 43 km. Et puis là, vous avez parlé un peu tantôt, il y a des activités plus spécifiques pour les Charlevoisiens aussi. Oui. Bien, si on prend pour acquis qu'on est en zone rouge, puis que les structures ne sont pas définies, il reste probablement juste la Vallée des Glaces accessible aux gens de Charlevoix. Parce qu'actuellement, à l'heure où est-ce qu'on se parle, on n'est pas convaincu qu'on va pouvoir utiliser la voie ferrée pour faire le parcours Saint-Irénée, Pointe-Pic, compte tenu de la logistique de sécurité. Okay. Mais il ne faut pas oublier que le Yéti, tout ce qui se passe par la course du Yéti, c'est une collaboration avec la CEPAC. D'ailleurs, je remercie beaucoup Daniel Groslot et son équipe, Dave Lavoie, Mariette Lavoie, tous ces gens-là qui, depuis quelques années, collaborent à faire qu'on a un partenariat avec la CEPAC et les conditions, on peut supposer que les conditions sont bonnes. Donc, quelqu'un pourrait aller à la Vallée des Glaces, mais j'avertis tout le monde que les inscriptions de la Vallée des Glaces, il faut être inscrits en ligne pour entrer là parce qu'ils ont un nombre maximum qu'ils peuvent accueillir par fin de semaine. Alors, je ne voudrais pas que les gens soient déçus. À la Vallée des Glaces, puis arrivent là, puis ce jour-là, ils ont atteint leurs 500 personnes, mais ils ont quand même du 1er au 8 mars, soit pour aller courir de 5 km, le marché de 5 km, courir le 10 km. Puis, la chose qui est drôle, c'est qu'il va y avoir le Yéti va être présent là-bas
théoriquement. Le vrai Yeti, là. Ben, le Yeti, pas en personne, mais il faut avoir une immense photo du Yeti. OK. On demande aux gens de se prendre en photographie avec le Yeti pour être capable de s'assurer qu'ils rentrent dans les activités de la vallée des glaces. Ah, d'accord. C'est comme pour valider leur activité. Pour valider exactement leur activité. D'accord. Un petit mot pour terminer maintenant sur votre présidente d'honneur, dont on a effleuré le sujet tantôt, donc Caroline Côté. Oui, on va parler de Caroline Côté, mais il ne faut quand même pas oublier que la virée nordique a comme mission aussi de remettre des sous dans la communauté. Elle a une mission sociale. Oui. Et la mission sociale, c'est de fournir des équipements aux jeunes de Charlevoix pour la pratique des sports d'hiver. Oui. Fait que, ça, c'est un objectif qu'on ne laissera pas tomber. Et grâce au support de nos, pas au support, mais au soutien de nos commanditaires, on peut présumer qu'on va avoir plusieurs milliers de dollars à offrir aux jeunes en termes d'équipement. Alors, la mission sociale de la virée nordique, c'est quand même le support aux jeunes de les commissions scolaires dans le but de les faire pratiquer des sports, mais aussi de leur fournir des équipements. Oui, pour rendre ça accessible à tous. Oui, et à date, on le fait depuis le début. On a même fourni une motoneige à date pour être capable de faire du traçage concernant le ski de fond. On va avoir une piste de ski de fond près de l'aréna aussi qui est disponible aux gens pour justement faire leur kilométrage. Okay. Ils peuvent aller n'importe où, les gens de Charlevoix. Ils peuvent aller, je sais qu'il y a des pistes de ski de fond un peu partout dans Charlevoix. Il y en a aux éboulements. Il y a les sources ici, il y a Grand Fond. Il y en a du côté de Saint-Siméon. Alors... On a un beau terrain de jeu, là. Ben, on a le plus beau terrain de jeu. Oups, on vous parle un petit peu. Okay. De façon surprenante, un petit peu de pub. De façon surprenante, Lydia, on a déjà 400 inscriptions. C'est quand même au-delà de nos expériences. Ça va vite. On ne pensait pas du tout que les gens répondraient. Oui, alors faut prendre le temps de le faire, les inscriptions, et merci pour cette belle mission aussi, hein, qui donne tout son sens à cette virée-là. Qu'est-ce que vous allez dire? J'allais parler de Caroline Côté. Finissons avec Caroline. Alors, Caroline, oui, c'est important de le dire tout de suite aujourd'hui parce qu'il faut s'inscrire très rapidement si on veut écouter sa conférence de jeudi. OK, donc il y a une conférence par visioconférence. Voilà, pour ceux qui sont inscrits. Puis, Caroline est une vidéaste aventure, une femme de plein air, une athlète de haut calibre qui est actuellement en Norvège avec son partenaire pour accomplir dans le goût de Spielberg une randonnée qui n'a jamais été faite. OK. Alors, on a toujours eu la chance à la virée d'avoir des présidents d'honneur qui sont des gens, qui sont des modèles, des icônes du sport. Alors, Caroline, elle va nous envoyer régulièrement de la Norvège, va nous envoyer des mises à jour de son expédition. Et ça commence jeudi à midi, sa première émission. Alors, tous les 400 qui sont inscrits actuellement, ils vont pouvoir la voir. Alors, vous avez 2 jours pour dire à votre monde de s'inscrire pour aller écouter en direct le périple de Caroline Côté. Qui risque d'être fascinant à suivre. On va pouvoir suivre ça. Donc, la suite par après, ça va être aussi sur le site de la virée nordique? Oui, je répète qu'il faut toujours s'en revenir au site. Oui, le site est la base, mais aussi les infolettes. Okay. Les infolettes sont envoyées à ceux qui sont inscrits, évidemment. Alors, eux autres, vu qu'ils ont payé, ils vont recevoir le maximum d'informations. Mais le grand public de Charlevoix est invité à consulter le site, puis à participer. Mais une fois qu'il est inscrit, parce que c'est pas cher cette année, c'est 15 $, autour de 15 $ pour s'inscrire. C'est presque un don aux enfants qu'on fait. Parce que nos commanditaires nous soutiennent assez pour que la virée ne soit pas dans difficulté financière. Okay. Il faut rappeler qu'on a été capable, dans les dernières années, d'avoir une rigueur de gestion au conseil d'administration qui est extraordinaire. Puis il ne faut pas oublier qu'on est en relation
avec le Ultra Trail Aricana, Oui. puisque c'est la même gestionnaire. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur, Docteur Dupuis. Bravo à vous. Merci à votre équipe et à tous vos partenaires aussi qui permettent cet événement-là d'avoir lieu. Alors, on le répète, on invite les gens à s'inscrire, à jouer dehors, à sortir, à profiter de notre bel hiver dans Charlevoix. Bien, c'est surprenant. On est content de voir que nos bénévoles, malgré la pandémie, sont là et que la virée nordique est rendue une tradition dans Charlevoix. Oui. Puis si on passe à travers cette pandémie-là, 2022 va être une virée exceptionnelle par sa créativité puis par les nouveaux événements. Puis la course du Yeti est promue à de grands avenirs sur le plan national ou au moins minimum québécois. Ah ben, c'est encourageant. Merci beaucoup, Docteur Dupuis. Et puis, une belle édition. Bien, merci beaucoup à toute l'équipe chez vous. J'espère que les gens vont être capables de se motiver assez parce qu'il y a un peu de lenteur actuellement, cette sensation d'être confiné dans une cage. La meilleure façon, c'est de dire, moi, cette année, je m'inscris, c'est pas cher, je fais mes défis, puis je participe sur Facebook avec le site Internet à une belle cause, c'est celle d'aider les jeunes. Merci. Merci, bravo. C'est ce qui termine notre émission d'aujourd'hui. Merci à nos invités, merci à vous d'avoir été là et on se dit à la prochaine. Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix.